Je me présente. Je m'appelle Céline Bouffard. Je travaille en transfert de connaissances à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Je suis accompagnée de deux de mes collègues là, qui ont le même fond d'écran que moi. On va pouvoir vous mettre là, dans le clavardage un peu qu'est-ce que l'Institut. Je vous rappelle le titre de notre conférence, le CARE en temps de crise sanitaire et climatique, regard de professionnels du travail social. On va voir quelques objectifs ensemble aujourd'hui, présenter les principaux résultats de la recherche menée auprès des professionnels du travail social du réseau de la santé, mettre en dialogue ces résultats avec la crise institutionnelle, sociale et climatique, et favoriser une discussion collective dans les conditions d'un care plus juste, accessible, soutenu et partagé dans le réseau de la santé et des services sociaux. Sans plus attendre, je vous présente nos conférencières. Quelques mots très rapidement. José Grenier, professeur à l'Université du Québec en Outaouais. Ses recherches portent sur les transformations de l'État et les effets sur l'action professionnelle et l'organisation des services sociaux. Bonjour José. Mélanie Bourque, professeure titulaire à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke et spécialiste de l'analyse politique des politiques publiques en matière de protection sociale, de santé et de services sociaux. Mylène Barbe, professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Les dernières, mais non les moindres, Shakina Martineau est intervenante à l'Institut en santé mentale de Montréal et étudiante à la maîtrise en travail social à l'UQO. Rosalie Mongeau-Villeneuve est agente de projet et responsable des communications au regroupement des organismes communautaires en santé mentale de l'Outaouais. Bon, on a une belle brochette de gens. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi à participer à cet atelier. Donc, José, tu as déjà fait le partage d'écran. Je vous laisse la parole, mesdames. J'ai fait le plus rapidement possible pour vous laisser le plus de temps. Je vous dis bon atelier à tous. Merci Céline pour l'introduction, les présentations. Bienvenue tout le monde à cet atelier-ci. Comme vous avez pu voir, là, la présentation va être faite entre différentes personnes, donc on va se passer le tour de parole. Je démarre. Le CARE, un enjeu collectif et politique. Au niveau de la présentation d'aujourd'hui, elle va être divisée en 4 principaux volets. Volet 1, on fait un bref retour, là, mise en contexte sur la recherche qui a été réalisée en 2020. Volet 2, une présentation des résultats de la recherche réalisée en 2024-2025. Volet 3, un regard plus spécifique là, sur les résultats portant sur les questions relatives au changement climatique. Le volet 4, l'atelier qui est dirigé là, principalement sur les changements climatiques. Volet 1, bref retour. Bon, mise en contexte très rapide, là, parce que ce n'est pas le but de la présentation d'aujourd'hui. Mais vous vous souvenez, là, si on retourne à la pandémie, les discours étaient surtout orientés là, sur la santé, mais il y avait quand même de nombreux problèmes sociaux émergents. Donc, dans le but aussi de mieux comprendre, documenter, identifier les impacts de la pandémie sur les milieux, les pratiques, les intervenants et intervenantes, les personnes accompagnées, on a démarré une recherche là, qui a débuté en septembre 2020 et qui s'est échelonnée jusqu'en décembre 2020. On a interviewé 33 intervenants des milieux institutionnels et communautaires. Les gens avaient des choses à dire. Bon, je vous passe la méthodologie, etc. Résultat en rafale, très, très rapidement, là, vous le savez, le réseau de la santé et des services sociaux a été surpris par cette crise, non préparée. Il y a eu une réorganisation qui a pris un certain temps, une gestion centralisée, des directives changeantes, des arrêts de service dans la communauté, donc moins de ressources pour la population en situation de vulnérabilité, moins de personnel parce que pour des absences de maladie, redéploiement des TS, entre autres, vers d'autres ressources. J'en étais aussi des intervenantes essoufflées, stressées, en surcharge, mais créatives pour maintenir le lien. Il y a eu, comme vous le savez, l'arrivée massive là, du virage numérique, télépratique, télétravail. Il y a eu également une exacerbation des vulnérabilités pour certains groupes de population. Et en tout lieu, en dernier lieu, il y a eu le milieu communautaire qui a joué un rôle clé, en fait, qui se sont réorganisés rapidement. Adaptation rapide, puis efficace et créative aussi pour faire face à la pandémie.
Donc, la prochaine diapo. Donc, la recherche réalisée en 2024-2025, c'est bon. En fait, 5 ans plus tard, on est retourné sur le terrain pour voir comment les intervenants, les institutions, s'étaient, je dirais, remis de la pandémie. En fait, on souhaitait poser un regard a posteriori là, sur la crise sanitaire dans le réseau de la santé et des services sociaux. On a fait des entretiens via Teams avec 19 travailleuses sociales et travailleurs sociaux du réseau de la santé et des services sociaux, 16 hommes, 16 femmes, 3 hommes. Les gens venaient de différentes régions du Québec et de différents programmes. Ce qui était particulier dans cette recherche-là, bon, deux choses. Le recrutement était extrêmement difficile. Il a fallu travailler d'arrache-pied là, pour avoir des gens qui viennent aussi faire certains témoignages. Donc, il y avait 2 volets dans les guides d'entretien, on peut même dire 3, là, la pandémie, la post-pandémie et le rétablissement dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il y avait quelques questions sur le numérique et les changements climatiques. Pourquoi direz-vous les changements climatiques? Bien, c'est assez simple, là. Les crises sanitaires, les crises climatiques s'inscrivent dans une même dynamique. Ils nous mettent à l'épreuve, en fait. Ils mettent à l'épreuve notre capacité collective aussi à prendre soin des populations les plus vulnérables en situation de vulnérabilité, des milieux, des gens qui sont en RI, en CH, CHSLD, en résidence privée, on l'a vu, c'était des milieux largement affectés, également des institutions. En fait, les intervenants et intervenantes qui y travaillent. En fait, les employés, là, que ce soit aussi tous les corps professionnels, tous les corps de métier. Bon, comme on le sait, à terme, les crises risquent de se multiplier. On le voit là avec les changements climatiques, d'où la nécessité, bien entendu, d'analyser à la fois les enseignements qu'on tire de la pandémie, parce qu'il y en a, et la préparation du réseau face aux crises environnementales futures. En bref, est-ce que notre réseau de la santé et des services sociaux est prêt à faire face aux changements climatiques? C'est ce que vous avez répondu. En fait, les résultats vont vous être présentés, mais ils ont été analysés là, à partir de l'angle de la théorie du CARE de Joanne Tronto. À partir de là, ben, je vais laisser la parole à ma collègue qui va venir vous parler des fondements rapidement, mais des fondements du CARE. Oui, bonjour, Mélanie Bourque, donc, pour vous rappeler qui suis-je. Alors, ben oui, en fait, je vais vous parler des fondements du CARE, hein. Le CARE, on le connaît pour son terme, hein, quand on le dit en français, on dit prendre soin. Mais en fait, la théorie du CARE, c'est une théorie féministe critique qui a été développée là, sur un nombre d'années assez important et qui, en fait, est à la fois un projet du prendre soin, hein, avec un souci centré sur autrui, mais qui dépasse la dimension du soin, hein, qui a aussi une visée sociale, relationnelle et politique, comme on le mentionnait d'entrée de jeu, dans le titre, en fait. En fait, ces dimensions-là, je voulais présenter l'autre diapo avant, mais ce n'est pas grave, j'y vais avec celle-ci, hein. On avait fait des petits changements juste avant. Donc non, ça va. On va. OK, on y va comme ça. Merci. Oh, merde. Donc, il y a eu plusieurs vagues au fil du temps, comme je le disais, une théorie féministe. Ma présentation ne sera qu'impressionniste parce qu'on n'a vraiment pas le temps, on pourrait passer des heures là-dessus. Donc, le CARE, au départ, hein, est composé de 5 dimensions, hein, la préoccupation, le souci de l'autre, ce que Tronto appelle et autres appellent le caring about, la prise en charge, donc la responsabilité, hein, on prend soin de quelqu'un, hein, dans le travail ou ça peut être de manière dans la sphère domestique, hein, on prend soin de quelqu'un, taking care of, le soin effectif, donc le soin qu'on donne. Alors, est-ce qu'on est dans, peu importe, dans une intervention sociale ou médicale? Il y a évidemment aussi, comme c'est dans une relation, la réception du soin, donc comment le soin est reçu par les personnes et prendre soin avec, donc dans une perspective de justice et de solidarité.
qualité. Alors, quand on prend l'ensemble de ces dimensions-là, hein, si on s'attache à la théorie du care, on devrait retrouver ces dimensions-là, par exemple, dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais devrait être accompagné également de fondements, disons, sociopolitiques. Là, si tu peux revenir, Céline, à la première diapo. Oui, celle-ci. Merci beaucoup. Donc, en fait, les fondements du care, donc le travail centré sur autrui, j'essaie d'aller vite, devrait donner une visibilité au travail du care, hein, un travail qui est effectivement exercé en grande majorité par des femmes, devrait permettre la critique de l'organisation du travail, ce qui est parfois absent, dévoiler des inégalités structurelles, hein, accès aux soins, conditions de travail, etc., prendre soin comme une responsabilité collective et politique, et selon les moments de l'histoire, il est vrai que en tout cas, on n'est peut-être pas dans la période où la responsabilité collective et politique du prendre soin est prise en charge tant que ça. Et ça devrait aussi constituer un levier de transformation sociale, hein. C'est un projet politique, le CARE, là, au-delà du prendre soin dont je vous parlais tout à l'heure. Et peut-être que je ferais juste une petite aparté pour dire que parfois, le care est maintenant présent dans les organisations, hein, même est parfois mentionné par certains, dans certaines organisations comme voyons, comme un aspect important du travail, mais souvent, on pourrait dire qu'il n'est pas pensé dans les organisations comme un projet politique, il est plus pensé comme, oui, bien faire son travail, mais aussi prendre soin de soi. Donc, il y a comme une espèce d'individualisation à ce niveau-là. Et ce qui est important de comprendre, justement, la théorie du care, ça dépasse l'acte en soi. C'est vraiment un projet plus vaste, hein, de société qui vise effectivement des organisations de travail plus justes et plus humaines. Je m'arrête ici. D'accord, donc ça va être moi qui vais prendre la parole. Bonjour à tous, heureuse d'être là. Donc, on en arrive aux résultats, dans le fond, de la recherche au niveau du volet vraiment de la pandémie. Donc, le CARE en temps de crise, donc en temps de pandémie, pendant la période de pandémie, en fait. Donc, ça a été analysé, comme on a dit, là, selon les 5 dimensions du CARE, donc les récits recueillis là, auprès des personnes travailleuses sociales. Donc, vous voyez les 5 carrés. Donc, le premier à gauche, de se soucier de l'autre. Donc, on est dans la dimension de reconnaître les besoins à l'attention portée à autrui, mais aussi on voit à quel point l'éthique du care est mise à l'épreuve en lien aussi avec, parce qu'il y a différents soucis qui sont portés soit envers les personnes, hein, utilisatrices ou accompagnées, les personnes usagères, bon, on peut les appeler, là, mais en fait les personnes accompagnées dans les services. Donc, il y a ce souci-là qui est grand des travailleuses sociales, des personnes travailleuses sociales qui ont en fait partagé leur vécu, qui disent, ben, on devenait le seul réseau finalement des personnes, hein, dans cette période-là. Au début, surtout la première vague de la pandémie, où les gens étaient seuls, il n'y avait plus de réseau social, il y avait beaucoup d'isolement social qui était vécu, beaucoup de détresse. Donc, souvent, les personnes de travail social sur le terrain, disons, on devient leur seul réseau ou presque. Mais il y avait aussi tout le souci envers les collègues, parce que tout le monde vivait la pandémie en même temps, et envers leurs proches. Donc, les personnes de travail social ont leurs propres enfants, tout ça. Donc, elles autres aussi avaient les impacts, les conséquences là, de la pandémie et des mesures de protection qui étaient mises en place. Donc, face à tout ça, il disait, il y avait un manque d'aide, on faisait ce qu'on pouvait dans les services. Donc, on voyait vraiment un climat d'incertitude. En deuxième, celui à droite, donc donner des soins, on voit que finalement, ça engendre une charge émotionnelle, une fatigue importante, aussi certaines tensions. Ça s'est fait rapidement, les changements, l'adaptation du système a été lente. Hein, on voit que vraiment, comme ce que les participants disent, c'est qu'il y avait du flou aussi. Les mesures qui étaient demandées et tout ça, parfois, ils l'apprenaient dans les médias, ils l'apprenaient différemment, c'était pas clair. Les gestionnaires revenaient avec d'autres mesures. Donc, il y avait aussi tout ce climat-là d'incertitude à l'intérieur même des organisations qui venait ajouter finalement à la charge aussi et aux tensions qui pouvaient être vécues. Malgré toutes ces tensions-là, il y avait quand même beaucoup d'adaptations qui est ressorties, qui démontraient beaucoup de créativité aussi, mais qui demeuraient précaires parce que c'était pas nécessairement soutenu par l'organisation, puis ça pouvait changer rapidement. Mais par exemple, d'aller créer des contacts à l'extérieur. On se rappelle au départ, dans la
première vague, si vous vous souvenez, là, tout ce qui était ressources, les RPA, les ressources intermédiaires, les CHSLD, les hôpitaux, il y avait les visites étaient très limitées, restreintes. Même au départ, il n'y en avait pas du tout de contact entre les proches et les personnes hospitalisées ou donc en hébergement. Donc, c'est ça. Il y a eu des participantes qui nous ont dit, ben là, on a essayé d'être créatifs par les réseaux, par les appareils numériques, à l'extérieur, etc. Donc, ils cherchaient vraiment à aller vers les gens, là, malgré les contraintes qui étaient mises en place dans les mesures qui étaient en place. Donc, mais malgré tout, c'est ça. Donc, il y avait de la créativité, mais il dit on était toujours dans l'urgence, ça allait très rapidement. Sinon, dans le troisième volet, le prendre en charge, assumer une responsabilité. Donc, c'est un peu ce que j'ai dit tantôt, mais on y était très proactif aussi. Puis, on voit qu'il y avait une responsabilisation des travailleurs sociaux sur le terrain face justement aux adaptations à faire et face à la réorganisation du travail qui prenait un temps à se mettre en place face à ce flou-là tantôt que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je vais passer rapidement à l'autre volet qui était le recevoir du soin, du soutien. Donc, ici, on est vraiment dans aussi comment les personnes utilisatrices ou les personnes accompagnées réagissaient. Donc, il y avait quand même une ambiguïté ou une ambivalence, en fait, qui ressort dans les résultats. C'est de dire, ben, les personnes étaient reconnaissantes du soutien, des interventions qui étaient mises en place, mais en même temps, étaient beaucoup en opposition face aux règles sanitaires qui étaient en place. Donc, il y avait aussi beaucoup de déception ou de frustration même face justement, par exemple, la colère face à la restriction des contacts avec leurs proches. Donc, c'était les travailleurs sociaux sur le terrain qui recevaient aussi cette colère-là des familles ou des personnes accompagnées. Et aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport à la reconnaissance des personnes travailleuses sociales elles-mêmes qui disent, ben, on avait peu d'espace finalement d'écoute, de réflexion, peu d'espace de partage de nos expériences, de ce qu'on vivait. C'était rapide. Et il y en a une qui dit là, dans un extrait de verbatim d'entrevue, qui dit, j'ai l'impression que dans le déploiement des étapes par rapport à la pandémie, il n'y a pas eu de post-mortem. Fait qu'il y a quelque chose ici qui ressort, là, qui aurait souhaité cet espace-là pour revenir sur ce qui a été vécu là, pendant cette période-là qui était intense et complexe. Et finalement, dans le prendre soin avec toute la dimension politique collective, comme Mélanie nous parlait tantôt. Donc, il y a vraiment une prise de conscience collective du CARE comme une responsabilité politique, de voir un peu comment le contexte organisationnel, finalement, ou en tout cas les structures en place étaient remises en question. Il y a eu la dénonciation d'un chaos, d'un climat organisationnel chaotique. Il y a aussi beaucoup de désillusions, aussi de déception. Il y a une participante qui nous dit j'ai tellement honte, j'avais tellement honte, je travaille dans cette organisation-là où il n'y a plus personne qui sait quoi faire. Il y avait toute une espèce de désillusion aussi face à l'incohérence qui pouvait être perçue et vue. Et finalement aussi, la crainte, tantôt j'ai parlé le souci de l'autre, mais le souci pour leurs proches, une participante qui dit, je me fais demander par ma gestionnaire d'aller faire le petit déjeuner dans une ressource parce que le cuisinier a la COVID, mais elle dit, moi-même, j'ai peur de ramener, est-ce que je vais ramener la mort moi-même à la maison chez moi? Il y avait tout ce climat-là qu'il faut se rappeler au départ, là, qui était quand même de l'inconnu face au climat de crise. Donc, on peut passer à l'autre diapo qui dresse finalement un résumé autrement là, sur ce que je viens de vous partager dans les résultats. Je vais passer rapidement, mais en fait, c'est ce qui est, je trouve important de souligner, c'est le climat du CARE qui est sous tension face à toute cette surcharge-là et les adaptations à faire, la réorganisation du travail qui se met en place pour soutenir malgré tout dans ce contexte chaotique-là. Ensuite, le poids émotionnel pour les intervenantes en lien avec cette fatigue-là, les tensions, sentiments d'impuissance, le peu de soutien organisationnel, peu ou pas de débriefing là, qui est prévu, aussi une analyse collective post-pandémie. Et ensuite, là, les critiques qui sont posées là, face aux logiques en place, une espèce de désenchantement aussi, une lourdeur aussi post-pandémique. Là, et on voit là, un retour trop rapide à la normale sans avoir fait de retour ou en tout cas une visite de reconstruction. Puis aussi, il faut dire qu'il y avait un glissement là, vers une nouvelle réforme qui se mettait en place avec la création là, de Santé Québec. Et finalement, Céline, on peut passer à la dernière diapo. Je vais la passer parce que je pense qu'on va manquer de temps, mais ça résume ce que je trouve bien, là, ça illustre en fait bien là, ce que je viens de mentionner. Puis à la fin, peut-être souligner seulement le dernier là, face à cette conscience plus collective-là, aussi comment on peut repenser les services sociaux pour qu'ils reposent sur des institutions plus justes, accessibles et soutenantes. Bonjour, donc moi c'est Shikima, donc je vais poursuivre avec les résultats en lien avec le changement climatique.
Je vais passer à la prochaine. Donc, par rapport à la préparation du réseau, on a noté qu'il y avait un manque de préparation et un sentiment d'impuissance qui avait été relevé par les participants. On a aussi vu qu'il y avait un manque de leadership, de plan d'action et de ressources. Donc, il y a un participant qui dit on est suiveux, pas des acteurs de changement. Donc, selon eux, justement, il n'y avait pas de leadership, pas de plan d'action, pas de ressources. Ensuite, par rapport aux résultats en lien avec la formation, les connaissances et le soutien aux intervenants, il y a une personne qui a relevé que peu ou pas de formation spécifique avait été donnée en lien avec le climat. Donc, cette personne-là disait justement, il y a encore des gens qui ne croient pas au changement climatique. Fait que ça faisait en sorte qu'on comprenait que les gens n'étaient pas informés par rapport à l'enjeu actuel qui était en lien avec le changement climatique. Ensuite, les autres participants ont relevé un besoin d'outils concrets pour la gestion de crise et l'adaptation. Et enfin, ils relevaient aussi là, un soutien psychosocial et organisationnel limité pour les équipes. Et après, on a aussi noté qu'il y avait des vulnérabilités accrues, entre autres chez les personnes aînées qui présentent un risque plus élevé, principalement lors des canicules, mais aussi des inondations. Puis on remarque aussi que leurs milieux de vie sont peu adaptés à ces réalités-là. Puis il y en est de même pour les familles en situation de précarité sociale et économique. Puis on note aussi que la violence conjugale et familiale est exacerbée en contexte de crise. Pour ce qui est des barrières systémiques et culturelles, on remarque un manque de moyens financiers et humains, mais aussi que les priorités sont au profit plus de l'économie avec un déni social et politique. Justement, il y a une personne qui nomme que le monde est dans le déni tant qu'on ne sera pas au pied du mur, ce qui vient appuyer notre dernier point. Puis par rapport au levier d'action, en fait, on a nommé que la collaboration intersectorielle est importante. On ne peut pas y arriver seul. Le partenariat avec le communautaire aussi a été relevé. Puis par rapport à la connaissance du territoire pour repérer les populations qui sont plus à risque, donc faire du repérage. Ensuite, on a noté aussi que d'assurer un soutien continu aux intervenants est important, donc du débriefing, une mise en commun des expériences, ou même des solutions. Ensuite, on y va pour le volet 4, qui est plus par rapport aux ateliers. Donc, pour conclure la présentation, mais aussi pour ouvrir la discussion, on vous propose de réfléchir ensemble avec les ateliers qui vont porter sur les 5 phases du CARE, en les croisant aussi avec les enjeux climatiques. Donc, pour chaque groupe, va pouvoir en fait réfléchir à partir des questions qui sont liées aux dimensions du CARE, soit se soucier de l'autre, prendre en charge ou assumer une responsabilité, donner du soutien, recevoir du soutien, prendre soin avec, qui est une dimension plus collective et politique. Donc, l'objectif, c'est de faire émerger les liens entre les pratiques du CARE, mais aussi les défis climatiques à l'intérieur du réseau de la santé et des services sociaux, à partir de vos expériences, vos observations et vos réflexions professionnelles. Donc, ça va être pour la prochaine diapo. Donc, les questions qu'on cherche à répondre derrière les dimensions que Rosalie vient de nommer, c'est premièrement, qui prend soin? Donc, on veut comprendre qui porte la responsabilité du soin et pourquoi c'est souvent invisibilisé ou dévalorisé. Deuxièmement, on essaie de comprendre comment le soin est donné. Donc, dans quelles conditions matérielles, relationnelles et institutionnelles va se déployer le soin. Ensuite, à qui est donné et selon quelle priorité est donné le soin. Donc, est-ce qu'il y a des hiérarchies entre les personnes dignes de soins et celles qu'on oublie? Quatrièmement, il y a quels sont les effets émotionnels et moraux du soin sur celles et ceux qui le prodiguent. Donc, comment le care va affecter les professionnels. Donc, est-ce que le care va être soutenu? Est-ce qu'il va être retenu? Est-ce qu'il va être partagé? Cinquièmement, on veut comprendre comment le soin, ça fait une affaire privée, professionnelle ou collective. Donc, on veut comprendre la place qu'on lui donne dans les politiques publiques, les institutions et la démocratie. Et enfin, on veut savoir comment transformer les organisations pour qu'elles soutiennent le soin au lieu de l'entraver. Donc, c'est quoi les structures qu'il faut favoriser pour permettre un care juste soutenu et partagé?